heureuse de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches. Alors si vous avez un conseil à demander, un problème à démêler ou une souffrance à exprimer, la ligne est ouverte comme tous les soirs au 39 21. Vous y serez accueillis par Julie et Asiba ainsi que par Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous voulez donner votre point de vue, eh bien vous pouvez à tout moment nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr, vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit, ou nous rejoindre pour dialoguer avec nous directement à l'antenne au 39 21. C'est parti pour 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne. On attend plus que vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, ça fait tout drôle de vous avoir. Oui. Oui, je vous écoute depuis de nombreuses années et bon, voilà. Je savais pas que c'était aussi émouvant d'être en direct. Oh, mais bon. C'est juste les premières minutes. Après, vous allez voir. C'est comme si vous me parliez au téléphone. Ouais, Ce que vous faites d'ailleurs. Oui. Donc, je vous ai appelé la semaine dernière. C'était après un témoignage qui m'a un peu bouleversée. Mais enfin, c'est pas pour cela que je vous appelle. Oui, vous n'aviez pas pu passer à l'antenne à ce moment-là. Donc, on vous a rappelé. La petite fille de 9 mois qui était non-voyante. Donc, ça m'a un peu... j'aurais été encore plus mal à ce moment-là. Donc, c'est pas plus mal comme ça. Donc, voilà, j'arrive à mon cas. Donc, je suis divorcée depuis de longue date. J'ai eu 2 enfants. Bon, j'ai travaillé, etc. Je me suis pas beaucoup occupée de ma vie depuis, personnelle. Et puis, j'ai eu un gros problème il y a de ça 15 ans. J'ai perdu mon fils d'un accident de voiture. Donc, j'ai mis entre parenthèses encore plus ma vie privée. Et je suis sortie de tout ça il y a seulement 2 ans. Voilà. Et en me disant maintenant, il faut que je m'occupe de moi et que je puisse essayer d'avancer et pas toute seule. Voilà, donc j'ai rencontré quelqu'un avec lequel ça s'est très très bien passé. On était tout à fait en phase sur beaucoup de plans et pratiquement tous les plans, quoi. Ça a duré 3 mois, c'était super. Moi, je revivais et j'ai cru vraiment qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Et puis, sont arrivées les fêtes de Noël et cette personne a fait marche arrière alors qu'il y avait tous les clignotants verts qui étaient allumés. Et là, je suis tombée de haut parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai laissé passer donc les fêtes et il m'a expliqué que les fêtes de famille lui rappelaient, parce que c'est un monsieur qui était divorcé et qui n'avait pas encore, après j'ai compris qu'il n'avait pas très bien digéré son divorce et qu'il attendait peut-être, il me l'a exprimé, donc après ensuite il me l'a exprimé qu'il attendait que la vie de famille revienne plus ou moins, donc il savait pas trop si ça allait se refaire, enfin bref, son ex-femme lui avait laissé un petit peu la porte entrouverte et il l'attendait plus ou moins, donc les fêtes de Noël ont réveillé tout ça et moi il m'a mis un petit peu de côté en fait, en m'expliquant que il était pas prêt, etc. Ensuite, mois de janvier, février, moi j'ai fait une grosse déprime, donc je suis partie au bout du monde faire un voyage pendant 1 mois, 5 semaines même, et pendant tous ces 5 semaines, je pouvais me connecter, et donc il était à savoir ce que je faisais, il s'inquiétait, on était connectés tous les jours. Donc je me suis dit, il va peut-être avoir réfléchi, et puis quand je suis rentrée, c'était... on va rester amis, on va continuer comme ça, on va pas aller, voilà. Il voulait rester amis et qu'il n'y ait plus cette histoire d'amour entre nous. Depuis, c'est toujours comme ça et on est tous les jours connectés parce qu'il habite à 600 km, donc c'est pas évident. Et on se parle par biais de chat en fait. Mais vous souhaitez rester amis avec lui ? Ben voilà.
je craque là parce que bon, si je souhaitais rester amie, c'est que je pensais qu'il était en phase de réflexion. Donc son ex-femme n'est toujours parvenue depuis maintenant 2 ans. Donc il m'a dit récemment, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, qu'il avait compris que ça ne se ferait jamais. Mais voilà, moi je pense que inconsciemment, je pensais qu'il allait réfléchir et revenir sur des sentiments beaucoup plus profonds, quoi. Mais vous lui avez demandé, lui, ce qu'il recherche? Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette amitié où vous parlez sur un chat enfin, qu'est-ce qu'il... Bah vous voyez, qu'est-ce qu'il compte? Bah non, ça, je suis d'accord avec vous, c'est tout sauf clair. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il meuble enfin, parce que déjà, à un moment... Vous le dites bien d'ailleurs, il s'éloigne de vous au moment des fêtes de Noël, il y a de la nostalgie, il veut retrouver ce qu'il avait perdu, espérant peut-être retrouver son ex-femme, qui ne revient pas, mais il ne vous lâche pas pour autant, en disant on reste amis, et puis finalement ça fait 2 ans que ça dure. Bon, alors lui, il trouve peut-être son compte dans cette histoire, mais vous? Ben moi, j'y trouve pas, enfin j'ai trouvé mon compte avec l'espoir en fait. Qu'ils reviennent, parce que vraiment notre histoire de 3 mois a été fulgurante. C'était bon, j'ai connu des histoires d'amour quand même entre mon divorce et l'accident de mon fils. J'ai eu des hommes, donc bon, j'ai 62 ans, j'y connais un peu, mais là c'était fulgurant, c'était quelque chose de très fort et je ressentais envers lui aussi en fait. Et puis je me disais, s'il veut me tenir s'il veut pas me lâcher et savoir ce que je fais, où je vais, parfois je suis 3-4 jours, si je suis partie en week-end ou autre, je peux pas me connecter, il s'inquiète, où tu es, que fais-tu, voilà, et il s'inquiète, j'ai comme l'impression qu'il a la crainte que j'aille avec quelqu'un d'autre, mais il ne s'avance pas plus que ça. Oui, mais c'est ce qui est problématique. Ben oui, c'est bien pourquoi je vous appelle. C'est-à-dire, que veut-il ? C'est là où, s'il avait une relation claire et d'amis, vous pourriez très bien avoir un autre homme dans votre vie et il n'a pas à s'inquiéter comme ça. Vous avez le droit de faire d'autres rencontres. Or là, il maintient un lien avec vous qui vous empêche d'aller de l'avant. Quelque part, c'est ça, oui. Et lui, il ne s'avance pas plus avant dans votre relation, puisque si je comprends bien, depuis 2 ans, vous ne communiquez que par le biais de chat. Oui, alors 2 ans, et entre deux, j'ai fait du forcing pour qu'on se revoie une fois. Donc on s'est revus il y a ça 1 an au mois d'août, et il maintenait le cap amical, quoi. J'ai compris que à ce moment-là, j'aurais dû complètement peut-être cesser la relation totale, mais j'ai pas eu cette force parce que j'ai toujours pas cru. Je me suis dit, parce que en restant sur les 3 mois très forts et tout ce qui s'est passé, je peux pas comprendre que ce soit pas possible, quoi. C'est tellement fort que ça pouvait pas être hypocrite, ça pouvait pas être non plus intéressé. Il y avait quelque chose qui me disait que... Mais il y a un décalage, Annie, entre ces 3 mois que vous avez vécu, intenses. Je ne dis, il s'agit pas, pourquoi parler d'hypocrisie ou de quelque chose de faux? Vous les avez vécus, pleinement. Mais 3 mois intenses et aujourd'hui 2 ans de relation comme ça à distance où finalement il veut maintenir un lien, mais il ne sait pas de quelle nature. Exactement. Parfois, comment dirais-je, il introduit dans la conversation des moments d'amour et même il revient sur des passages très forts qui se sont passés entre nous. C'est comme ça qu'il vous tient ? Peut-être, oui. C'est comme ça qu'il vous tient en faisant revivre ce que vous avez vécu d'aussi intense et d'aussi fort. Mais dans quel intérêt? C'est ça que je comprends pas, puisque de toute façon il n'avance pas plus que ça, donc je vois pas... dans l'intérêt de maintenir une emprise? Vous êtes dans une forme d'emprise? Oui. Mais parce que ces émotions, ces sensations aussi fortes, après ces épreuves que vous avez vécues auparavant, vous avez vécu 3 mois où là vous étiez
emporté dans un tourbillon de bonheur, de bien-être, d'émotions intenses. Vous étiez sur un nuage, de félicité, de bonheur. Donc c'est normal que vous soyez accroché à ça, que vous ayez de la peine à le lâcher. Mais en même temps, il faut le voir comme quelque chose, justement, c'est formidable. Ça veut dire vous étiez à même, à nouveau, de pouvoir vivre cela. Bien sûr. Il y a quelque chose qui en vous s'était ouvert de nouveau et comme une nouvelle étape dans votre vie. Complètement. Alors que là, de ces 3 mois où à nouveau vous pouviez être dans le désir, vraiment sur tous les plans, vous sentir terriblement vivante, du coup, vous êtes en train de basculer dans une relation où le doute prend la place, enfin, où c'est plus une espèce de torpeur qui peut vous envahir. Parce que cet homme, lui, ne sait pas ce qu'il veut. Exactement, c'est exactement ça. Et j'ai essayé quand même de voir un petit peu ailleurs en me disant il faut absolument que je l'oublie et que je vois si je suis capable de vivre autrement, vivre ailleurs, autre chose. Et je vois bien que je n'avance pas, quoi. Je ne peux pas avancer. Mais parce que pour le moment, vous êtes connecté tous les jours avec cet homme. Oui. Donc mais j'arrive pas non plus à couper ça. Je fais des coupures de 3-4 jours, mais pas plus. Parce que vous le ressentez comme un vide, comme vous l'avez différé, ce vide de la séparation que vous ressentiriez normalement après une séparation, vous l'avez différé en restant connecté. Mais c'est un peu un leurre. Oui. Parce que dans les faits, il n'est pas quand même dans votre vie. Alors que même un ami, vous pourriez le voir. Bien sûr. Parce que vous êtes éloigné, de 600 km. Oui. Oui, c'est pas infranchissable. Non. En 2 ans, vous auriez pu vous voir. Bien sûr. Or, lui met de la distance. Il met de la distance, sa femme n'est pas revenue, il veut pas... il sait pas, et en même temps, il ne vous permet pas... il ne vous permet pas. Il fait en sorte d'alimenter ce désir chez vous. Oui. Alors, vous, plutôt que la solitude, vous raccrochez à ces 3 mois intenses que vous avez vécus ensemble. Mais ce qui est dommage, c'est que de ces 3 mois intenses, depuis 2 ans, vous ne vivez pas grand-chose. Non. C'est-à-dire que j'ai essayé, et bon, c'est vrai que j'ai des relations... de très bonnes relations avec quelques hommes que j'ai eus, mais ça reste amical, quoi. Ce sont des gens qui sont... en général très bien, donc qui me conviennent. Et alors pourquoi ça reste amical ? Eh ben voilà. S'ils sont très bien et qu'ils vous conviennent ? Parce que je ne peux pas passer le cap, j'oublie pas cet homme-là est toujours là. Oui, voilà. L'idéal. Voilà le problème. Voilà le problème, c'est que dans votre tête, c'est comme si vous étiez en couple avec lui. Oui, exactement. Mais voilà, donc il a réussi, vous voyez, c'est là qu'elle est l'emprise. Mais oui, mais ça lui apporte quoi, puisque quotidien, je ne suis pas... Mais peu importe, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe ce que ça lui apporte à lui. Pourquoi vous, dans votre tête, vous auriez l'impression, si vous aviez une relation avec un autre homme, de le trahir, de le tromper ? Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est surtout que... Oui, j'ai l'impression d'être encore liée et que je n'aime que lui, quoi. Donc je peux pas aimer quelqu'un d'autre à partir du moment où vous restez fixé sur ce que vous avez vécu avec lui et ce qui vous a fait à un moment renaître en vous le désir. Tout à fait, exactement. Et ça, c'est très puissant. C'est un moteur très puissant. Exactement. Ce que je ne retrouve pas. Ah oui, mais il faut peu de choses, vous savez, Annie. Il faut peu de choses, il faut parfois se lancer. Oui, mais je me lance. Oui, vous vous lancez, mais vous restez sur un registre amical, c'est-à-dire que vous restez sur ce terrain-là. Je suis allée même plus loin dans certaines conditions, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Oui, pas de nombreuses fois, mais
je ressens pas, non, il y a pas d'émotion voilà, c'est ça. Je suis toujours restée sur mes 3 mois de formidables moments, quoi. C'est ça le problème. Je ne retrouve pas, j'essaie de retrouver peut-être ce que je retrouverai jamais. Voilà, vous voulez retrouver ce que vous avez vécu avec cet homme. Donc ça peut pas fonctionner comme ça parce que on ne retrouve pas ce que l'on a perdu. Non. Mais regardez auriez-vous pensé lorsque vous avez rencontré cet homme que vous auriez pu être sur votre petit nuage comme ça et traverser des moments aussi intenses et des moments aussi passionnels? C'est sûr que non, mais j'ai eu quand même, il se passe des flashs et pas avec tout le monde. Donc non, évidemment, sinon... Et avec cet homme, c'était vraiment le flash, on s'est quittés. Immédiatement ? Oui, nous avons déjeuné, on s'est connus par un site, et quand nous sommes rencontrés, nous avons fait un déjeuner, et c'est vrai que nous étions... il s'est passé quelque chose, et on a eu du mal à se quitter, on s'est quitté dans l'après-midi, mais l'un et l'autre, on s'est dit, pourquoi on s'est quitté, on n'avait rien prévu après, on aurait pu... Et en fait, on s'est trouvé des prétextes pour partir, et personne n'a pris le téléphone pour s'appeler le soir même, mais toute la nuit, ça nous a bouleversés, et après, on s'est retrouvés rapidement, quoi. Mm-hmm. Donc, oui, il s'est passé quelque chose de fort, et jusqu'à ce que lui chavire, a pris peur. Il m'a dit que l'engagement, ça lui faisait peur aussi. Il y a eu pas mal de choses. Bon, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il a une religion à laquelle il tient beaucoup. Et vous ne faites pas partie de sa religion. Voilà. Donc ça paraît, il a mis ça dans le panier. Mais ça paraît mal parti. Hein. Alors, est-ce que c'est très très important Apparemment, pour lui, oui. Oui, je pense aussi. Oui. Ça peut être ça. Mais alors, j'ai encore un peu de temps ou pas? Un petit peu. Pas beaucoup. Je suis allée voir. Je ne sais pas si vous croyez à ce genre de choses, mais je suis allée voir une numérologue il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai un ami qui m'a dit qu'elle était très forte, qu'elle donnait des prénoms, etc. Bref, je vous passe. Et donc, j'y suis allée. Et oui, effectivement, elle est très forte. Elle m'a donné les prénoms. Je voulais vous dire, même les enfants, elle m'a donné les prénoms de mes enfants. Après avoir donné ma date de naissance et mon prénom seulement. Donc, elle a décliné. Donc, c'est impressionnant. Bon, on y croit, on n'y croit pas, je sais pas, mais... Ceci dit, c'est quand même assez impressionnant. Et après, elle est arrivée à cet homme. Elle m'a parlé de cet homme et que il était en phase de réflexion et que c'était l'homme de ma vie. Mais il est lent à la détente, hein? Ben oui. Alors je sais pas si je dois, parce que je prends ça aussi. Elle vous a pas dit combien de temps ça allait prendre, puisqu'elle est numérologue là, avec les chiffres. Elle pouvait pas vous dire combien de temps ça prenait sa phase de réflexion. Oui. Ça fait déjà 2 ans. Oui, mais il va encore prendre du temps parce que moi, c'est-à-dire, elle vous a pas dit combien de temps? Elle n'a pas pu être plus précise? Non, pas. C'est important pour vous. Mais oui, c'est important. Mais si elle me parle, quand elle me dit que j'allais poser mes valises, ça veut dire vraiment que je serais. Oui, mais vous voyez comme c'est terrible. Oui. Elle vous dit, il est en phase de réflexion, ça va prendre du temps. Évidemment, vous attendez. Oui. Vous allez attendre. Oui. Vous allez attendre puisque elle avait bon sur pas mal de choses, sur des points qu'elle vous a donnés, vos enfants, hein, et elle vous dit il est en phase de réflexion, ça va prendre du temps. Vous allez attendre. Oui, mais je lui ai vous avez pas envie dit d'y croire. Que ça faisait 2 ans, j'attendais, j'ai rien dit, hein, je n'ai pas expliqué, je ne lui ai pas raconté ma vie. Hein. Mais il y a plusieurs façons d'attendre. Hein. Je sais. Mais là, j'étais allée la voir j'avais envie qu'elle me dise qu'il fallait pas que je l'attende parce qu'elle m'a parlé d'autres personnes qui c'était pas la peine. Bon. Mais comme dit, je reçois un petit message de Riorim qui dit après tout, puisque cet homme vous demande quand vous n'êtes pas connecté avec lui pendant 3-4 jours, laissez-le un petit peu. C'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Laissez-le et voyez peut-être je pense que vous le rassurez trop. Oui. Parce que c'est trop tranquille pour lui. Il vous a tous les jours, vous lui racontez, vous le rassurez trop. Peut-être qu'il s'inquiète un petit peu.
Oui, et je qu'il se pense rende que compte je- que Ouais. il peut vous perdre et c'est aussi ce qui peut le faire bouger. Oui, je pense aussi. C'est ce que j'avais pensé et il faut que j'ai le courage de résister plusieurs jours. Ouais. Ah ben oui, mais il faut savoir Je ce me- que vous voulez, Annie. Hein. Soit un je moment, vous veux voyez, un ça. moment, parfois, écoutez, oui, Oui. donc vous pouvez, parce que c'est aussi un moment à vous qu'il faut penser dans cette histoire. Hein. Vous n'allez pas Ouais, oui. non plus attendre cet homme des lustres. Hein. Ça n'a pas de Ben non, sens. mais non, Ça n'a pas de sens parce que qu'est-ce qu'il attend, cet homme? Il réfléchit sur quoi? Sa femme ne revient pas. Vous êtes là, vous l'attendez et il ne vient pas. Donc il attend quoi? Eh ben, je Oui. sais pas. Je sais Non, qu'il mais lui seul pourrait le dire. Vous ne savez pas. Vous pouvez pas répondre pour lui. il ne m'attend pas a priori, mais bon, il veut maintenir. Mais il veut maintenir quoi? cette amitié. Alors, je sais pas Non, pourquoi. non, non, arrêtez. Ça, Non, mais c'est ce ça, qu'il c'est me dit. n'importe Attendez, quoi. c'est ce qu'il me dit. Bon. Oui, mais c'est ce qu'il vous je dit, n'y mais crois vous pas. savez, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Non, bien sûr. Hein, son amitié, j'ai il se la tendance garde. à- D'ailleurs, son amitié, s'il était si sûr de lui, il ferait peut-être, il viendrait vous voir. Je pense que justement, il n'est pas sûr de lui et qu'il préfère dialoguer avec vous derrière un écran. Oui. Parce qu'en face de vous, son amitié, peut-être qu'elle prendrait l'eau. Donc derrière un écran, effectivement, il peut vous parler d'amitié. Il Non, me parle de il n'est pas au rencontre. clair. Il n'est pas au clair avec son désir. Et le problème, c'est que il vous amène là-dedans. Mais vous aussi, attention de pas tomber dans des méandres pour, je vous le répète, une histoire de 3 mois qui a été formidable. Je ne banalise absolument pas votre rencontre. Je trouve que c'est formidable ce qui vous est arrivé. Ça a été quelque chose qui vous a fait revivre, renaître après ces épreuves terribles et dans la perte de votre enfant. Mais ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire vous entraîne vers quelque chose qui tourne dans le marasme. Et ça serait vraiment dommage. C'est-à-dire de quelque chose qui a été une force, qui avait quelque chose de très dynamique, que ça vous plonge au contraire dans quelque chose qui vous plombe. Et ça serait dommage. Je suis d'accord avec vous, mais je prends bien conscience. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle. C'est aussi pour ça que je suis allée voir une numérologue, parce que j'avais peut-être besoin de mots sur tout ça. Mais je suis bien consciente du problème. Hein. Je suis très consciente de ça. Donc attention à ne pas alimenter ça. Voilà, et là, vous l'alimentez avec oui, cette... carrément, oui. Non. Mais je pense que je vais faire comme vous me dites. J'avais besoin de vous l'entendre dire. Mais En tout cas, de ne pas être en relation comme vous le faites tous les jours avec lui. quotidiennement, ouais. Non, ça n'a pas de sens. Non, mais cette histoire d'amitié ne tient pas la route. je suis d'accord avec vous. Je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. Merci de votre appel. Au revoir, Annie. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Des messages qui arrivent au 7 39 21 pour Annie. Lily qui dit: laissez-le mijoter, ne soyez pas sa poire pour la soif. Courage, la vie est belle, Annie. Et puis Fred qui dit: Annie, c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, mais n'attendez rien de cet homme qui vous tient à rien d'autre. Et Jo nous dit: moi, je ne reste jamais amie. Je perds mon temps. Osiris qui dit: attention de ne pas être une roue de secours. Et puis Daniel dit: moi, ma seule numérologie, c'est le 7 39 21. Isaac lui envoie un petit courriel pour dire: la véritable problématique semble être de comprendre le véritable enjeu de cette relation. Pourquoi êtes-vous si fermement persuadé de ne rien mériter de mieux? Croyez-vous sereinement que quelque chose de bon pourra en sortir? Essayez de vous tourner vers le carpe diem et de ne pas vous faner au cours de cette attente interminable. Je voulais on a eu la semaine dernière une jeune enseignante qui nous parlait de sa difficulté, du fait qu'elle remettait tout au lendemain, ce qui s'appelle en termes plus savants la procrastination. Il y a un petit guide qui est très bien fait, qui s'appelle Comment ne pas tout remettre au lendemain, qui est écrit par Bruno Koltz. Ça s'écrit Koltz, Bruno Koltz, Koltz, et c'est aux éditions Odile Jacob Poche. Donc c'est vraiment un guide pratique, astucieux pour
Il y a plein de petites choses qui peuvent aider comme ça pour justement un peu sortir de cette difficulté à passer à l'acte qui peut être source de nombreux échecs. Comment ne pas tout remettre au lendemain? Bruno Koltz, édition Odile Jacob. On va accueillir maintenant Louise. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Louise. Oui, je me permettais de vous contacter parce que je me pose un problème avec ma petite fille qui a 4 ans et demi et qui est confrontée à Alors, je suis sa mamie, Oui. mais elle a une autre mamie qui a le même âge que moi, qui est décédée hier. Oui. Et donc, on se pose la question avec ses parents de savoir comment lui dire ce qu'il faut faire, enfin voilà. Cette mamie était malade? Non. Non. C'est arrivé brutalement. Enfin oui, elle était un peu souffrante, mais pas malade au point de dire bon voilà, il va lui arriver quelque chose quoi. Elle a simplement été opérée de quelque chose d'assez banal et puis voilà, ça s'est pas bien passé. Donc ça a été brutal. Oui, donc votre petite fille n'était pas au courant de ça, qu'elle était à l'hôpital, qu'elle était malade, pas et du tout tout. ça. Elle n'avait pas été informée. Non. Bon. Et ma petite fille donc était justement depuis un certain temps. C'est l'âge des pourquoi bien sûr. Et pourquoi alors elle trouve un escargot et pourquoi il est vide. On a eu un chien qui est décédé. Alors je lui expliquais qu'il était malade et âgé. Et elle était dans une phase où elle me dit mais toi aussi t'es âgé. Je dis oui bien sûr. Tu vas mourir. Je dis oui, un jour, certainement. Oui, mais pas maintenant, tu vois. Pas maintenant, mamie. Je dis non, peut-être dans longtemps, je ne sais pas. Oui, à la fin de votre vie. Oui. Ça coïncide, avec ce décès, quoi, et son angoisse. Oui, elle se pose beaucoup de questions autour de la mort parce qu'elle a perdu un chien, là. Il n'y a pas eu de décès précédemment avant sa mamie. Non, pas du tout. D'accord. Donc il y a eu ce chien qui est important, un animal. Il y a déjà 1 an. Oui, mais c'est important. Oui. Et je lui ai expliqué comme je. Avec beaucoup de Oui, parce qu'un jour, pour un enfant, ça ne veut pas dire grand-chose. Un jour, ça peut être... Vous voyez, la notion du temps n'est pas la même pour un enfant que pour un adulte. Oui, ça je comprends parfaitement. Donc c'est important. Oui. Françoise Dolto disait que dire aux enfants que quand quelqu'un était mort, c'est parce qu'il était arrivé au bout de sa vie. Alors ça peut paraître simpliste, mais pour des petits enfants, ça parle aux petits enfants. S'il y avait le bout de sa vie. C'est ce que j'ai essayé de lui... parce que vraiment, elle revenait assez souvent là sur le sujet. Je lui ai parlé des feuilles, des arbres, des fleurs, des animaux, pour dire que dans la vie, tout arrivait à une fin, quoi. Alors, le souci qu'on a là, c'est que, ça s'est passé dans la nuit, mais heureusement qu'elle était chez moi. Et depuis, évidemment que son papa et sa maman sont extrêmement tristes, mais là, elle est restée avec moi, donc elle n'a pas vu leur tristesse. En revanche, la cérémonie va bien sûr arriver. Est-ce qu'il faut la laisser à l'école? Est-ce qu'il faut l'associer à la cérémonie? Non, c'est préférable de l'associer. Qu'elle comprenne que... Parce que au début, ses parents disaient on va rien lui dire, on va tout lui cacher, mais bon... Lui cacher quoi? Le décès de sa mamie. Ah non, comment ça lui cacher? Elle va la réclamer, sa mamie, à un moment. Oui, oui, alors
On à ce peut pas. moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire, quoi. Alors moi, Bah oui, ils vont pensais pas lui qu'il dire fallait qu'elle est partie en voyage quand même. Il fallait mieux l'associer. Ah oui, non, il est important de dire la vérité aux enfants, hein. Et Oui. surtout, ce qui concerne la mort, c'est très important. La façon dont on va en parler aux enfants, ça conditionne beaucoup de choses pour l'avenir. Et notamment sur la place qu'il occupe et sur la place des uns et des autres et sur des angoisses qui peuvent apparaître. Bien sûr que c'est une question essentielle et que c'est une question majeure pour nous tous et que nous avons tous des angoisses autour de la mort, hein. Bien sûr. Bon, mais il est particulièrement important quand les petits enfants sont confrontés à la disparition d'un proche, de leur en parler. Oui. De leur en parler avec les mots le plus justes possible, appropriés à leur âge évidemment, mais surtout de ne pas leur dissimuler. Il n'y a rien de pire que de dire il est parti ou de leur cacher, hein, de leur apprendre après coup, ou de dire parti, parce que ça ne veut pas. Si on n'utilise pas les bons mots, et surtout quand ils sont petits comme ça, le poids des mots a tout son sens, hein. Si on ne dit pas mort, par exemple, et qu'on utilise parti, eh bien, on le dit après, tiens, il est parti, l'enfant va comprendre parti. Parti, ça peut vouloir dire mort. Oui. Oui. Donc, il est vraiment important de dire que sa mamie est morte, qu'elle était morte parce qu'elle était malade et âgée. Et quand elle va vous demander, parce qu'elle vous l'a déjà demandé, elle va vous dire que vous aussi vous êtes âgé. Oui, Elle va vous dire oui, mais vous allez pouvoir lui répondre que vous êtes en bonne santé et que vous n'êtes pas arrivé au bout de votre vie et que vous êtes en bonne santé, que son papa et sa maman ils sont jeunes et ils sont en bonne santé. Et puis quand on dit tout le monde, quand vous faites référence à la nature, et vous avez raison, parce que dans la nature, quand on vous montrait les arbres, pour qu'il y ait un fruit qui apparaisse, qui naisse, il faut qu'avant il y ait une fleur. Il y a une fleur, la fleur meurt et après il y a le fruit. Donc il y a tout un cycle comme ça. Oui, tout à fait. Mais elle, il faut aussi la rassurer en lui disant... Ses parents voulaient être un peu dans le déni, mais bon, moi je pensais que, en plus, la mamie va être incinérée, donc, et les cendres dispersées. Ça, c'est un donc peu il n'y aura même pas ensuite une tombe pour montrer... il n'y aura rien, quoi. Oui, et le rien, ça va être difficile de lui dire qu'il n'y a rien. Oui, c'est embêtant, ça. Un peu peur, quoi. Oui. Pour un petit enfant, c'est dur. Non, ça, je suis d'accord. Oui, voilà. Ça, c'est assez angoissant, oui. L'absence, oui, voilà. Oui, ne pas avoir un endroit où on peut... même alors ça, l'incinération, il faut pas qu'elle assiste. Elle peut assister à la messe. Oui, alors ça c'était la question qu'on se parce que ça va être soit mais elle est petite encore à l'école, soit soit on l'associe. Moi je pensais plutôt l'associer à la messe, tout simplement. Oui, moi je pense qu'elle est quitte à ce que si c'est un petit peu long. À la petite cérémonie, collation, oui. Parce tout à fait, c'est important qu'elle soit là, qu'elle comprenne que les gens sont tristes. Oui. Mais bon, généralement ils sont tristes un peu, puis après ils parlent. Oui. Voilà, qu'elle soit associée à ça. Évidemment pas la présence crématorium, parce que ça non, pas au crématorium, c'est trop qu'elle voit toute sa famille réunie et qu'elle voit que les gens sont tristes, comme ça elle comprendra que voilà, il y a de la tristesse, mais que après voilà. Donc ça, c'est important qu'elle puisse, moi je pense, assister à la messe. C'est important qu'il y ait une messe dite pour sa mamie, qu'il y ait toute la famille. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quitte à, si c'est un peu long, parce que ça dépend, parfois il y a des messes qui peuvent être un petit peu longues. Non,
quelqu'un puisse un peu sortir un peu avec elle. Elle a 4 ans et demi, hein, c'est un petit peu long ça peut être un peu long pour un enfant. L'associer, vous avez raison. Mais alors bon, il y a le problème le problème du cercueil, comment dire que la mamie est dans le cercueil, quoi. Là, ça c'est peut-être parce que alors elle. Oui, non, elle ça, est vraiment dans la phase non, mais elle va peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. Une urne, c'est pour un enfant de cet âge-là, il peut pas comprendre. Non, à la bénédiction, il y a un cercueil dans le cœur de l'église. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça c'est important au contraire que sa mamie est là. Oui, mais comment lui expliquer que la mamie elle est enfermée dans... Si, c'est important. Et c'est important de répondre... Non mais attendez. C'est important de lui dire que oui, sa mamie est dans le cercueil et de répondre de façon très concrète parce que là aussi l'enfant peut se dire... c'est angoissant pour l'enfant de se dire comment ça, sa mamie enfermée dans une boîte. Oui, dire mais non, parce que mamie elle ne respire plus. Quand on est mort, on ne respire plus. Ah oui. Oui, ce sont des questions. Les enfants sont très concrets. Oui, c'est vrai. Il faut pouvoir répondre de façon très concrète. Alors, évidemment, c'est très angoissant si on dit que la mamie, elle est dans une boîte et que dans cette boîte, elle peut pas respirer. Mais dire que dans cette boîte, c'est pas, elle ne respire pas. Oui, ça, je n'avais pas pensé. Parce que quand on est mort, on ne respire plus. Oui. Voilà. C'est vrai que Après, elle peut faire un petit dessin, elle peut faire Mais il faut, en tout cas, vous avez raison. C'est important de l'associer à la cérémonie. Je pense que c'est important de l'associer, d'affronter la vérité, quoi. Surtout ne pas dissimuler. Reporter à plus tard un problème qui sera plus difficile à résoudre. Enfin, à mon avis. Ça n'a pas de sens. À un moment, elle va demander à voir sa mamie, hein. Donc, les parents ne vont pas attendre. C'est pour le moment, les parents n'arrivent pas se protéger avant tout, ne savent pas comment annoncer cela. C'est important. Faut pouvoir en parler avec les mots les plus simples possibles. Après, il peut y avoir des petits livres aussi. Il y a souvent dans des collections comme ça pour enfants des petits livres qui sont bien faits. Hein, si votre petite fille se pose des questions. J'avais été voir. Dans une librairie, pour trouver justement un petit livre qui parle de ça, quoi, pour bien dire les choses. Enfin, voilà. Oui. Ouais. Enfin, c'est pas facile pour un enfant d'être confronté à. C'est un âge où. C'est un âge où les enfants se posent beaucoup de questions. Hein. Oui, énormément. Aussi, elle a un âge, oui, où elle se pose beaucoup de questions et où il est important de pouvoir justement ne pas pouvoir répondre et ne pas botter en touche et en même temps ne pas anticiper non plus, mais être le plus clair possible, sachant que elle peut, si vous voulez, la notion même de mort, le côté comprendre le caractère définitif de ce que peut avoir la mort, avant 8 ans, c'est très compliqué pour un enfant de l'intégrer. Donc elle peut vous dire oui, mamie est morte, mamie n'est plus là, et puis dans quelque temps vous dire moi j'aimerais bien voir mamie, où elle est mamie, et reposer la question. Parce que intégrer vraiment le caractère irrémédiable de la mort avant 8 ans, c'est compliqué d'un point de vue intellectuel. Oui. C'est compliqué, mais là, elle n'a que 4 ans et demi. C'est pour ça, elle est très petite, donc je vous le dis. Elle est très petite, mais je l'ai... mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas lui en parler. Moi, et à chaque fois, elle me dit, t'es vieille, mais tu vas pas mourir, quoi. Elle avait déjà cette idée en tête, donc ça tombe vraiment... ça va accentuer son angoisse. Puis, non, mais il faut les associer à tous les rituels. Les enfants ont des sortes de petites antennes, parce que depuis toujours, une journée et demie, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui... elle sentira la tristesse, donc il faut lui dire. Hein, vous avez raison. Oui, je pense. Oui, il faut lui dire. Je pense que oui. C'est pas vous avez raison de penser comme cela. Oui, donc demain matin, je voulais
Oui, parlez-en Enfin, aux parents. Ne le faites pas sans l'avis enfin, ne le faites pas sans les parents, hein, qui pourraient le prendre mal, mais il faut en parler aux parents. Je voulais conforter cette idée Oui. de le faire. Hein. Oui, c'est important. Voilà. Bon courage, Louise. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, merci beaucoup. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Un petit message de Cassandre qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas associer les enfants aux rituels qui entourent la mort. Ça peut au contraire beaucoup les rassurer. » Vous avez raison, Cassandre. Tous ces rituels ont pour fonction de rassurer et sous couvert de protéger les enfants. Ce sont souvent les adultes qui se protègent, qui ont peur en fait de parler, qui ne savent pas comment en parler aux enfants. Et il est très important d'associer les enfants, comme le disait Louise, à ces rituels, à la messe anniversaire, après souvent la petite cérémonie qui a lieu, parce que les enfants partagent la tristesse, peuvent exprimer aussi leurs émotions, sont associés comme ça à la communauté familiale, à la communauté et ne sont pas exclus, alors que ils ont des antennes, ils ressentent tout, et puis on cherche à travestir la réalité. Donc ils sentent que ceux à qui ils font le plus confiance, leurs parents, leur entourage, leur mentent. Donc ça ne va pas. Et sur ces questions-là, il est important vraiment d'être au plus près de la vérité, parce que ça conditionne beaucoup de choses pour la suite. On va accueillir maintenant Karine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karine. Bonsoir Caroline. Moi je vous appelle parce que j'ai des gros soucis même avec mon enfant de 13 ans. Oui. C'est un garçon. Et disons que je suis divorcée là depuis le mois de janvier, mais séparée quand même depuis 5 ans. Donc son papa est parti, il avait donc 8 ans. Oui. Et en sachant que j'ai mon deuxième fils qui a une maladie incurable. Et donc là, je n'en peux plus puisque tout se passe très mal. Il va plus à l'école, il m'insulte. Il y a éducatrice, il a une éducatrice qui n'obtient rien de lui non plus parce qu'il ne parle pas du tout. J'ai essayé, j'ai voulu l'envoyer chez un psychologue, pardon. Et j'avais pris rendez-vous et au moment d'y aller, il n'est pas venu. Par contre, je suis allée dès que le papa est parti. Ça, par contre, j'avais réussi à l'envoyer chez un pédopsychiatre, mais c'est pareil, ça n'avait abouti à rien parce que muet, silence complet. Il ne dit rien. Non, rien du tout. Mm-hmm. Et là, moi, je n'en peux plus. Quoi. Ça dure depuis combien de temps, cette situation ? Quasiment depuis que le papa est parti, quoi. Oui. En fait, ce qui s'est peut-être passé, c'est que le papa lui a dit d'abord à lui qu'il nous quittait, en fait. C'est à mon fils, donc il y avait donc 8 ans, qu'il avait dit auparavant, 15 jours avant de me le dire à moi. Donc, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il m'en veut, qu'il m'aime pas. Et l'éducatrice me dit que si, au contraire, c'est vrai qu'on arrive quand même par moments à dialoguer, mais là, depuis la rentrée scolaire, non, c'est plus rien, quoi. Et il voit son père il continue à voir son père Comment ça se passe quand il est avec son père ? Eh bien, écoutez, là, les vacances d'été, ça a été. Mais il y a eu pratiquement tous les ans d'ailleurs, pendant l'été, c'est vrai que le papa m'appelait en me disant « je te le ramène, j'en veux plus ». Enfin, il en faisait cap sa tête, il partait, il disait rien. Voilà, donc paniquer tout le monde, à le chercher, et puis... Mais sinon, avec son papa, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus, le papa, donc il n'y a pas beaucoup de discussions, quoi.
Non, mais votre fils, enfin, vous dites bien, ça a commencé à mal se passer entre vous au moment où il y a eu cette séparation. Oui, quand même. Oui, Bon. oui. Donc, il réagit très fort à cette séparation. C'est sa façon, par cette agressivité qu'il exprime vis-à-vis de vous, exprime sa souffrance finalement. Hein. Vous en prenez plein la figure parce que vous êtes là, mais il souffre de cette séparation. À un âge en plus où il a 13 ans, où il aurait particulièrement besoin de son père, où c'est compliqué pour lui d'être trop proche de sa mère. C'est un garçon. Il a besoin d'un modèle paternel, d'une figure paternelle. D'autant que, me dites-vous, alors il y avait une éducatrice qui s'occupait de lui, mais j'ai envie de dire, il aurait presque mieux valu un éducateur, vous voyez, On avait une figure d'homme là. Malheureusement, il y en a qu'un sur la ville et évidemment, il est très très pris. Oui. Cela dit, son père est là, hein, il peut s'occuper de lui aussi. Ça serait peut-être pas mal que le père prenne un peu le relais. Justement, j'ai pris la décision parce qu'on n'habite pas du tout, on n'est pas non plus très loin, mais on n'habite pas dans la même ville. Et donc là, j'ai demandé à que son père le prenne, quoi. Oui. Alors par contre, le papa est d'accord, hein. Bon. C'est une bonne chose. C'est lui qui est pas d'accord du tout, quoi. Il est pas d'accord pour aller chez son père. Non. Oui. Oui, mais en même temps, je crois que ça vaut la peine de faire l'essai. En lui expliquant bien que ce n'est pas que vous ne le faites pas, vous ne le rejetez pas. Qu'ils ne le vivent pas comme un rejet de votre part, hein, ou un abandon de votre part. Mais pour dire que la relation est très difficile entre vous, il le sait, que vous avez essayé beaucoup de choses, vous avez demandé l'aide. C'est courageux de votre part. Il y a beaucoup de parents qui pensent, qui sont dans la toute-puissance vis-à-vis de leur enfant et qui pensent qu'ils savent ce qui est bien à partir du moment où ils sont parents et qu'ils savent ce qui est bien, bon pour leur enfant. Vous avez l'humilité de dire c'est compliqué avec mon fils et je vais demander de l'aide à l'extérieur. Donc vous demandez l'aide d'une éducatrice, d'un pédopsychiatre, d'une psychologue. Bon, votre fils ne se montre pas coopérant. Il reste dans la fusion avec vous. Et cette fusion, ça se passe mal. Peut-être parce qu'il est trop dans la fusion. Alors, il y a une autre personne qui entre en ligne de compte, c'est son frère, me dites-vous, qui souffre d'une maladie incurable. Oui. C'est très compliqué et c'est déterminant aussi, et pour vous, parce qu'évidemment c'est très douloureux. Et puis pour votre fils, il me le reproche, il me dit que je préfère le deuxième, et c'est faux, quoi. Enfin, c'est complètement bien sûr, faux. Mais évidemment, il demande plus d'attention. Oui. Évidemment que vous êtes amené à vous occuper avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de sollicitude de votre fils qui est malade. Tous les parents qui ont un enfant malade peuvent le comprendre. Mais il est difficile d'être le frère ou la sœur d'un enfant qui est malade, parce que ce sentiment qu'a votre fils aîné est assez communément partagé dans ces cas-là, c'est-à-dire de se sentir un peu délaissé, même si vous les aimez tous les deux
mais la situation de votre fils qui est malade fait que vous êtes amené à vous en occuper plus. Donc lui, votre fils aîné, il se sent un peu délaissé et c'est venu se surajouter certainement à cette situation de divorce et de séparation. C'est comme ça et vous n'y pouvez rien. Mais s'il y a eu un effet certainement boule de neige, un peu un effet rebond. Donc il est à la fois à vouloir accaparer votre attention et il y arrive d'ailleurs très bien. Vous voyez, aujourd'hui, tout tourne aussi autour de lui. Alors, évidemment qu'il ne veut pas vous quitter et aller chez son père. Et c'est important qu'il comprenne que vous ne l'abandonnez pas. D'autant plus qu'il y a son frère. C'est ça Qu'il n'ait pas l'impression que vous vous enfermez dans un tête-à-tête avec son frère pour vous débarrasser, je vais faire vite, de lui. Que c'est parce que vous l'aimez et parce que cette relation est trop explosive et que vous sentez que justement il est important qu'il puisse aussi se construire un peu en dehors de vous, que vous pensez qu'il est important que son père prenne un peu le relais et participe aussi d'un peu plus près à son éducation pour apaiser un peu les relations. Et peut-être, moi je dirais, ça serait peut-être pas mal que vous puissiez faire un peu une thérapie familiale pour qu'il ne se sente pas délaissé. C'est-à-dire associer, si vous arrivez, que comme il se sent lui délaissé, que son père, vous, lui et son frère finalement, qu'il y ait un espace où on peut un peu prendre en considération lui, ce qu'il vit, même si il vit auprès de son père pendant quelque temps, et lui dire que c'est pas définitif. Mais moi, je trouve qu'une thérapie familiale, peut-être que là, il serait davantage partant. Parce que ses parents seraient associés, en tant que parents, pas en tant que couple, mais en tant que parents autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une bonne solution, mais vous savez qu'on nous en avait déjà parlé et mon ex-mari a refusé, quoi. Reproposez-lui en disant que ça serait pour son fils important parce que son fils est en souffrance. Et je pense que par rapport à vous, il est important qu'il ne le vive pas comme maman m'envoie chez papa et parce qu'elle ne veut plus de moi. Reparlez-en à votre ex-mari, je crois. Je crois qu'il est important d'en parler. Reproposez-lui, puisque vous arrivez à vous entendre quand même de ce point de vue-là. Bon courage, Karine. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tout en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous allons écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Laurent. Jusqu'à 1h sur Imani, you will never know. Des messages qui arrivent par courriel pour Annie qui nous parlait de sa relation avec un homme qui lui proposait une histoire d'amitié. Elle entretient une relation maintenant par chat depuis 2 ans après avoir vécu une histoire passionnelle avec lui pendant 3 mois. Chaudron de la Barque dit « Bon courage à vous, essayez de ne pas vous transformer en une Pénélope qui ne reverrait jamais son bel Ulysse. » Anna qui dit « J'ai connu la même expérience, il faut couper
couper les ponts pour s'envoler, se déconnecter et accepter de laisser cet amour qui nous a construits, ne pas oublier, mais se permettre de vivre autre chose. Les amours ne s'effacent pas, ils s'additionnent. Courage à vous. Et puis Violaine, à propos de Louise, qui nous parlait de sa petite fille qui avait perdu sa grand-mère et du rapport à la mort, comment parler aux enfants, du deuil aussi plus. Violaine nous envoie un texte de Lucrèce qui dit ce n'est rien que la mort, elle ne nous touche aucunement. Quand nous cesserons d'exister, rien, absolument rien, en cette heure où nous ne serons plus, ne sera capable de nous atteindre et d'émouvoir nos cœurs, quand bien même la terre se confondrait avec la mer avec le ciel. Il n'y a donc rien de redoutable dans la mort, aucun malheur ne peut atteindre celui qui n'est plus. Il ne diffère en rien de ce qu'il serait s'il n'était jamais né. Pourquoi entretenir un deuil qui nous consume alors que tout se réduit au sommeil et au repos ? Et Violaine ajoute, je trouve ce texte très beau et très apaisant. On va accueillir maintenant Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très 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 ému de passer à l'antenne ce soir. Je ne m'attendais pas à pouvoir passer aussi vite. Donc voilà, il y a à peu près 7 ans, j'ai rencontré une jeune femme dans un contexte très particulier. Mon père s'était suicidé. C'est moi qui l'ai découvert dans son jardin, pendu. 9 mois après, c'était ma mère que je découvrais suicidée dans son lit. Et dans le même temps, une séparation. Donc c'était terrible, hein, une période. Oui, une période très 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 difficile. Et puis là, est arrivé un rayon de soleil. Une jeune femme que j'ai rencontrée. Bon, elle était beaucoup plus jeune que moi, on avait une quinzaine d'années de différence. Oui. Mais très 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 pétillante. Oui. Une jeune femme qui ne ressemblait pas aux jeunes femmes que j'avais connues jusqu'alors et qui ressemblait plus à ma mère. Donc c'était des jeunes femmes qui, je me suis rendu compte après en faisant une analyse, qui étaient qui n'avaient pas connu leur père. Toutes les femmes que j'ai rencontrées n'avaient pas connu leur père, comme ma mère qui n'avait pas connu son père. Et donc j'étais toujours installé dans des relations mortifères. Et puis là, je rencontre donc une jeune femme qui vraiment pétillante, très jolie, très mature, très droite, très très sûre d'elle. Et puis ça a duré 2 mois. 2 mois. Donc c'est vrai que dans ce contexte un peu particulier, moi je me suis accroché un petit peu comme un moule à son rocher. C'est vrai que il fallait que je m'accroche à quelque chose. Et puis cette jeune femme est partie donc en vacances, est partie une semaine en Turquie. Et puis elle m'a envoyé tous les jours, elle m'a envoyé des textos vraiment très beaux, qui ne laissaient aucun doute sur les sentiments qu'elle avait pour moi. Et puis un jour avant son retour, plus rien, plus de nouvelles, plus du tout, il n'y avait plus rien. Donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu inquiété. Je pensais qu'elle avait perdu son téléphone, je pensais qu'il était arrivé quelque chose. Et puis non, à son retour, quand elle est revenue, je sentais que ça n'était plus la même chose. C'était froid, c'était plus la même relation. Et j'ai compris que là-bas en Turquie, elle avait été touchée par un serveur qui lui faisait des petits cœurs en chocolat dans son chocolat chaud le matin. Et qu'elle était passée à autre chose. Bon, elle a, malgré tout, elle a dit non, t'inquiète pas, j'ai toujours des sentiments pour toi, mais c'est vrai que ça n'était plus la même chose. Et au bout des 2 mois, j'ai dit bon, stop, j'arrête cette relation. Écoute, je m'aperçois que tu n'as vraiment pas de sentiments pour moi. C'est vrai que tu m'envoies toujours des jolis textos, mais quand on se voit, la relation, c'est pas ça, c'est froid. Et là, elle m'a dit non, ne me quitte pas, je t'en prie, ne fais pas ça. Et finalement, au bout de 2 jours, c'est elle qui m'a annoncé qu'elle me quittait. Donc, je suis
tombé un petit peu de haut. J'ai pas compris ce qui se passait, pas du tout. Et puis, pendant 3 ans, j'ai pas eu de nouvelles. J'avais des nouvelles par personne interposée, qui n'avait d'ailleurs aucune connaissance de notre relation, puisqu'elle voulait que cette relation reste secrète. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un écart d'âge. Et qu'elle voulait pas que ses parents soient au courant qu'elle soit avec quelqu'un de plus âgé. Oui, mais ça c'était embêtant, mais enfin bon. Mais bon, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai eu ces nouvelles par personne interposée. Combien? 15 ans, vous m'aviez dit, l'écart d'âge? Il y avait 15 ans. Oui. Il y avait 15 Pas non plus énorme, hein? Non, mais bon. Oui. Et puis au bout de 3 ans, donc j'ai appris qu'elle s'était mis en ménage avec quelqu'un. Et puis en fin de compte, au moment du mariage, juste avant de se marier, elle a appris que la personne avec qui elle était avait eu des infidélités, donc elle avait cassé. Ça s'était terminé. Elle était apparemment très mal à cette époque. Et bizarrement, on s'est retrouvés. On s'est rapprochés à nouveau. C'est elle qui vous a recontacté? Non, en fin de compte, on s'est croisés sur un site de rencontre sur Internet. Donc. Mais vous saviez que c'était elle? Ah, je savais que c'était elle, oui. Oui. Oui, je savais que c'était elle. Hein. Donc il y avait eu juste. Elle n'a pas perdu de temps. Elle est sur le point de se marier. Il y a infidélité. Elle se remet vite sur un site de rencontre. Oui, mais elle y était déjà inscrite depuis un bout de temps. Hein. Ah bon? Alors qu'elle allait se marier? Oui. Oui. Ah oui, on peut se demander de quel côté est l'infidélité alors. Oui, bon. Oui. Est-ce que elle n'avait pas effacé sa fiche sur le site? C'est peut-être la première chose qu'on fait, non, dans ces cas-là? Oui. Je sais pas, hein, mais bon. Bah oui. Et donc on s'est revus et on a renoué contact. C'est vrai qu'on est allé au cinéma, c'est vrai qu'on a fait des sorties, c'est vrai que je lui ai remonté le moral, c'est vrai que moi ça m'a fait du bien de la retrouver. Oui. Et puis là, à nouveau, un moment, plus de nouvelles. Oui. Et c'est vrai que quand je lui ai demandé, j'ai appris qu'elle était à nouveau avec quelqu'un. Oui. Et c'est vrai que les 3 ans qui ont suivi, régulièrement, on a repris contact et régulièrement, j'étais capable de dire si elle avait retrouvé quelqu'un ou pas. Parce qu'à un moment, silence et puis voilà. Mm-hmm. Et puis dernièrement, c'est vrai qu'on s'est à nouveau... en fait, à chaque fois, ça a été des concours de circonstances. Son papa est venu emménager juste à côté de chez moi et puis là on s'est croisés, donc on a repris contact. C'est vrai qu'elle me disait qu'elle allait très mal. À nouveau, il s'est passé on est allé au cinéma, on est ressorti, on a refait des sorties et là, contrairement aux autres fois, c'est vrai qu'on a eu une première relation sexuelle. Mm-hmm. Où tout s'est très très bien passé. Elle était ravie de tout ça et elle m'a dit à un moment, je sens que je commence à avoir des sentiments pour toi. Et à partir de ce moment-là, boum, une nouvelle. Où très épisodique, où il y avait énormément de distance, où elle m'a dit clairement j'ai besoin de prendre un peu de distance, de faire un petit peu de vide, mais sans dire clairement que c'était terminé, quoi. Et c'est quand j'ai un petit peu insisté que j'ai compris qu'elle m'a dit non, j'ai pas de sentiment pour toi, donc c'est terminé. Quand vous avez insisté, lorsqu'elle s'est éloignée à nouveau? Oui. 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 Je lui ai demandé, mais je comprends pas, à chaque fois qu'on se revoit, c'est toujours la même chose. À chaque fois, c'est dans des périodes où ça va pas bien. Et oui. Et à chaque fois où ça va mieux, boum, voilà, tu reprends tes distances et... Oui. Et c'est un peu difficile à vivre, quoi. Et c'est difficile à vivre parce qu'à chaque fois, je me fais avoir aussi, quoi. Et je me dis... Mais est-ce que vous allez mieux, vous? Non. Non. C'est peut-être ça, la difficulté, parce que vous avez bien compris le fonctionnement, c'est-à-dire elle vient vers vous dans des moments où elle ne va pas bien. Et puis quand ça va mieux, elle repart dans sa vie. Oui, tout à fait. Donc elle vient un peu se réassurer auprès de vous. Voilà, tout à fait.
vous avez trouvé le mot juste, se réassurer parce que c'est Dans une quelqu'un- relation amicale, c'est-à-dire que la dernière fois, vous avez eu certes une relation sexuelle qui était agréable, mais quand vous en avez demandé un petit peu davantage, c'est-à-dire à reprendre une relation, elle s'est enfuie à nouveau. Oui, tout à Elle fait. ne souhaite pas cela avec vous. Non. 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 Non, et elle l'a dit, elle me le dit, elle me dit qu'elle n'a pas du tout, c'est vrai, confiance en elle, qu'elle a besoin de... Elle a sans doute besoin du regard des autres, un moment, parce souvent quand on se voyait, elle me parlait que des hommes qu'elle rencontrait, qu'un tel l'avait trouvée jolie, qu'un tel l'avait... au niveau du boulot, trouver qu'elle avait des compétences, que il y avait toujours ce genre de discours où elle a besoin d'avoir un regard extérieur pour dire d'être rassurée, pour aller de l'avant, pour dire effectivement apparemment je ne suis pas une moins que rien, quoi. Mais finalement, peut-être que vous dites elle était différente. Jusqu'à présent, avant elle, vous étiez avec des femmes qui, comme votre mère, n'avaient jamais connu leur père. Oui. Là, vous vous êtes dit, c'est différent avec elle. Oui. Vous la trouviez extrêmement pétillante. Alors, il faut dire que vous l'avez rencontrée à un moment tragique de votre existence, oui, après le suicide de vos parents. Donc cette jeune femme arrive comme une bulle d'oxygène là dans votre vie, extrêmement jolie, extrêmement séduisante. Mais derrière cette apparence de séduction, il y a beaucoup de failles, semble-t-il, que vous avez découvert au fur et à mesure, où elle a besoin de se rassurer dans le regard des autres, des hommes en particulier, mais sa relation aux hommes est très compliquée. Oui, parce qu'elle en rencontre, elle plaît beaucoup, mais ça ne se concrétise pas. Non, ça ne se concrétise pas avec vous, Laurent, je l'entends, et vous en êtes peiné, mais ça ne se concrétise pas avec les autres non plus. Non, tout à fait. Tout à fait. Et finalement, j'en arrive à me dire que je retombe toujours à peu près dans les mêmes genres de relations. Oui. C'est des jeunes femmes qui ont eu un rapport assez... Bon, c'est vrai que ma mère est née en 1939. Et mon grand-père, son père est parti à la guerre, il est arrivé, il est revenu 7 ans plus tard. Et elle a pas eu cette phase de séduction avec son papa, comme ont toutes les petites filles. Et elle a toujours eu une relation très, très distante avec son père. Et la première femme avec qui j'ai eu une fille, son papa ne l'a jamais reconnue. Donc ils pouvaient vivre dans la même pièce sans jamais se côtoyer, sans jamais se regarder ni se dire bonjour. J'ai eu une deuxième épouse qui n'a jamais connu son père du tout, cette fois-ci, du tout. Et donc cette jeune femme, là par contre, a eu elle a eu une relation apparemment assez proche quand même de son père, mais avec une maman qui était, je vais dire un peu, comme on dit dans le jargon populaire, qui portait la culotte. Et c'est elle qui menait le ménage, quoi. Et le papa n'avait pas son mot à dire. Et je me rends compte que c'était toujours à peu près les mêmes histoires, quoi. Oui, donc c'est pas neutre dans votre parcours personnel. Non, pas du tout. Non, c'est pas neutre. Vous avez du mal à sortir de ce rôle. En fait, je crois que ça dit le côté sauveur qui est chez moi. Et oui. Et voilà. Et je tombe à chaque fois dans le piège. Enfin, dans le piège. Sans doute qu'à un moment, ça me satisfait et à un moment, ça me satisfait plus, quoi. Mais
c'est-à-dire qu'il y a l'importance de votre passé, hein, dont vous avez conscience, mais vous avez dû jouer un rôle très tôt qui n'était pas celui de quelqu'un de votre âge. Et vous vous êtes protégé en vous enfermant dans ce rôle de sauveur. Disons que mes parents, je suis le premier fils de la famille dans une famille recomposée déjà à l'époque, dans les années 60, où c'est vrai que mon père a eu une première femme. Ça s'est très mal terminé. Il a rencontré ma mère, ils avaient 10 ans de différence. Et je suis le premier fils qui était très très attendu. Et donc ma mère m'a extrêmement couvé. Oui. Ma mère était également c'était l'enfant de la honte. Ça, c'est ce qu'on m'a rapporté, puisqu'elle est née en 39 et mes grands-parents n'étaient pas mariés. Donc c'était vraiment l'enfant de la honte. Donc j'ai eu une relation peut-être... c'est vrai que j'ai été mis très tôt sur un piédestal par ma mère. Mon frère est arrivé après, 3 ans après. Il n'était pas attendu du tout. Et il y avait une grosse différence entre lui et moi. Ne serait-ce que dans les yeux de ma mère. Et j'ai toujours très mal vécu que lui soit mis toujours plus bas que moi. Oui. Il fallait que je fasse bien partout. Eh oui. Oui. Que ce soit à l'école, partout. Oui. J'avais une énorme pression de mon père qui était un caractériel perfectionniste, et de ma mère qui, surtout, il fallait l'enfant de la honte, il fallait pas faire de vagues. Donc j'ai été tiraillé entre l'étouffement de ma mère et au contraire l'exubérance de mon père. Mais vous savez, c'est pas toujours un cadeau d'être le préféré. D'abord parce que ça donne des responsabilités, et puis ça donne un grand sentiment de culpabilité par rapport aux autres qui ne le sont pas. Énorme. Vous le dites, pourquoi vous êtes le préféré, pas votre frère. Et puis ça peut faire souffrir quand on ne l'est plus. Y compris là dans votre relation aux femmes. C'est-à-dire, vous êtes le préféré, puis après vous comprenez pas pourquoi dans la relation amoureuse, on ne vous préfère pas aussi. Vous voyez, vous me parlez de cette femme qui à un moment, elle vient vers vous, et puis après elle s'éloigne de vous, elle va vers d'autres hommes. Oui, tout à fait. C'est compliqué. Tout à fait. Et c'était à tel point que c'est moi qui ai mis énormément de distance après avec mes parents. J'ai mis énormément de distance pour me sortir de tout ça. Et au contraire, mon frère a mis au contraire de la distance. Cette fois-ci, c'était l'effet inverse. S'est rapproché, en vieillissant, s'est rapproché davantage de mes parents, et moi je m'en suis éloigné. Je suis éloigné de cette ambiance. Mais vous voyez comme c'est compliqué, c'est-à-dire vous qui avez été le préféré, avec toutes les responsabilités beaucoup trop grandes que cela vous a donné à ce moment-là, compte tenu de votre âge, à un moment votre frère vous est passé devant. Oui. Comme souvent c'est le cas dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché de vos parents, et vous vous êtes éloigné, avec toute la culpabilité aussi qui peut s'en suivre, quand on connaît malheureusement la fin tragique de vos parents, dont évidemment vous n'êtes pas responsable, puisque pour que votre père ait mis fin à ses jours, c'est qu'il portait en lui une souffrance qu'il n'a pas pu exprimer, qu'il n'a pas pu mettre en mots, et malheureusement il a mis en acte. Et on peut penser que dans ce couple, 9 mois après, votre mère, elle aussi, il y a eu quelque chose d'un déclencheur qui elle-même la rejoint dans la mort. Qu'est-ce que ça a déclenché chez elle? Bon, mais je pense que compte tenu de ce que vous me dites, je ne sais pas si vous avez fait un travail sur vous, mais ça serait bien que vous voyiez un thérapeute quand même pour. J'ai fait un travail sur moi de 2 manières différentes. Oui, de quelle façon? À la fois par le biais d'un psychothérapeute. Oui. Mais aussi par le biais de l'EMDR. D'accord. Oui, je vois là, le mouvement oculaire. Parce qu'il y a des images qui me restent collées en tête, quoi. Oui.
Ouais. Et j'arrive pas À évacuer. à décoller, à Mm. évacuer. Mm. Et ne serait-ce que des images qui remontent de mon enfance et avec forcément l'image de mon père pendu et de ma mère avec un sac de plastique sur la tête, quoi. Donc c'est des images qui restent assez marquées quand même, quoi. Mais de votre enfance, je croyais que ça s'était passé il y a 7 ans. Non, mais je veux dire quand il y avait la relation entre mon père et ma mère était quand même assez... D'accord, était dure déjà Oui, dans et très l'enfance. dur, oui. Dans l'enfance. Je me souviens de moi et mon frère en train de se disputer comme deux enfants peuvent se disputer et ma mère recroquevillée sous la table du salon en pleurs, quoi. Et ne sachant pas réagir face à ça, quoi. Face à des disputes d'enfants. Ouais, face à des disputes d'enfants. Et bon, j'ai appris plus tard que c'était, en fin de compte, c'était face son père qui était revenu de la guerre, qui était, une période assez violente avec sa propre femme, ma grand-mère. Bon, ça s'est estompé après, mais c'est ma mère qui a vécu tout ça, quoi, qui a vécu tout le retour qui a vécu tout ça et qui ne s'en est jamais sorti, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que je me rends compte que actuellement, alors que j'ai eu quand même 2 vies de couple qui se sont terminées, je garde quand même des bons contacts avec mes ex-femmes, ne serait-ce que pour les 3 enfants que j'ai. Oui. Mais je suis et je suis dans le social, Oui, ça m'étonne pas. voilà. Oui, je suis pas étonnée. Malgré tout, arriver à mon âge où Vous avez quel âge? où j'ai 45 ans, 45 ans. où je suis considéré au niveau sur mon lieu professionnel comme quelqu'un de très ouvert, de très patient, de très humain. Finalement, dans ma vie sentimentale, je suis tout seul. Mais oui, mais parce que, Laurent, vous n'avez pas l'habitude de vous consacrer à vous-même. Oui. Donc, ce qui serait important, c'est d'arriver à vous relier à vos propres désirs. Vous les avez tellement sacrifiés tout à fait. depuis le début. Donc vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous savez très bien vous occuper des autres, pas de vous. Oui. Et il y a pas d'âge pour apprendre. Oui, tout à fait, oui. Et donc là, avec cette femme, vous perdez, parce que c'est une problématique que vous connaissez bien. Enfin, vous perdez pas parce que vous connaissez. Vous connaissez très bien. Vous êtes dans le rôle que vous assumez depuis l'enfance. Donc c'est pour ça que vous vous accrochez tant à elle. Oui. Mais vous continuez à être à côté de vos désirs à vous, et il serait important de vous concentrer sur votre avenir. Oui, tout à fait. Ce que dit Prune, vous n'êtes pas son psy, protégez-vous, elle vous souhaite bonne route. Il y a Brigitte qui dit, attendez-vous encore quelque chose de cette relation? Il y a toujours un espoir quand même. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui dit que je dois laisser tomber parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas d'avenir. Et puis, parlez bien dans le combiné. Il y a une partie de moi qui dit que je dois laisser tomber parce qu'il n'y a pas d'avenir, et puis il y a une partie de moi le côté optimiste qui dit voilà quoi. Mais bon. Puis il y a quelqu'un qui dit pendant ce temps-là, le temps passe, vous ne construisez rien, vous êtes là pour elle, vous la paternez, mais vous perdez votre joie de vivre. Tirez un trait. Oui, c'est vrai. Non, mais tout à fait. Vous le savez, mais c'est du connu pour vous. Je pense qu'il faudrait que vous repreniez un peu. Je crois qu'il y a des choses qui mériteraient encore d'être travaillées parce que c'est quelque chose qui est profond. Oui. Tout à fait. Merci en tout cas de m'avoir appelé. Merci à vous. Et au revoir. Bonne chance à vous. Au revoir, Laurent. Au revoir.
Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Le subversif, à propos du témoignage de Laurent, me dit un sauveur peut être aussi perclus d'angoisse. Qui cherchez-vous à sauver, Laurent, votre père, votre mère ou vous-même de l'abandon? On va accueillir maintenant Sonia. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais témoigner, c'était au sujet de la dame qui a appelé pour sa petite fille de 4 ans et demi, oui, dont la Louise. grand-mère était décédée. Oui, tout à fait. Et en fait, je voulais témoigner parce que quand elle a parlé, ça a déclenché beaucoup d'émotions chez moi, parce que j'ai moi-même perdu ma grand-mère il y a de cela 2 ans, et mon petit garçon avait 4 ans et demi. Oui, donc le même âge. Hein, le même âge, le exactement même âge que le la même petite âge. fille de Louise. Voilà, c'était le premier décès aussi dans la famille. Et c'était ma grand-mère, une personne que j'idolâtrais. Donc c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Oui. Donc en fait, je voulais l'appeler pour témoigner un peu de notre expérience, sans donner de conseils. Hein. C'est vraiment un témoignage. Oui. En fait, quand j'ai appris que ma grand-mère était décédée, c'est au téléphone, et à côté de moi, j'avais mon mari et mes enfants. Et je me suis littéralement effondrée. Ça a été vraiment la douche froide. Enfin, ils m'ont récupérée en pleurs au pied de l'escalier. Donc, je ne pouvais pas cacher qu'il s'était passé quelque chose. On a expliqué ce qui s'était passé. Donc, ils connaissaient ma grand-mère, mais elle habite à 900 km. Donc, on la voyait quand même régulièrement, mais sans que ce soit tous les jours non plus. Et on leur a donné le choix. Enfin, le grand venait, mon fils aîné à l'époque avait 7 ans et lui avait décidé de venir. Et donc mon petit garçon de 4 ans et demi, au début ne voulait pas venir avec nous parce qu'il s'agissait de partir plusieurs jours pour l'enterrement, etc. Donc on lui avait expliqué qu'elle était morte, qu'elle ne respirait plus, qu'elle était morte parce qu'elle était âgée, que son cœur était trop fatigué pour vivre. Il posait également à cet âge-là beaucoup de questions sur la mort. J'ai vraiment retrouvé dans les choses qu'elle disait, la dame, j'avais l'impression qu'elle parlait de mon fils en fait. Il parlait beaucoup de la mort, on regardait les feuilles qui tombaient, les arbres qui étaient morts, etc. Donc il savait qu'il y avait des choses qui mouraient, mais pas plus quoi. Pour les humains, il l'avait jamais expérimenté. C'est plus compliqué, oui. C'est plus compliqué, oui. Et du coup, comme il ne voulait pas rester avec d'autres membres de la famille et nous laisser partir tout seul, je lui ai donné un objet que ma grand-mère nous avait donné. Alors bon, c'était une petite Sainte Vierge de Lourdes. Oui. Et je lui ai dit, écoute, tu réfléchis et puis on acceptera ta décision. Il a réfléchi, une demi-heure après il est revenu en disant, je viens avec vous. Et à partir de ce moment-là, il ne nous a plus quittés. On lui a dit qu'il y allait avoir un enterrement, on lui a expliqué ce que c'était, qu'elle allait être dans une boîte, qu'elle respirait plus. Qu'elle respirait plus, donc qu'elle soit dans la boîte, c'était vraiment pour la mettre au cimetière après. Oui. Qu'elle allait rejoindre Jésus, parce que nous, c'était notre croyance et c'était celle de ma grand-mère. Donc on a respecté ça parce que pour nous, aller au ciel, ça voulait rien dire. Donc là, ça faisait un lieu. On lui a dit ça et que on devait faire l'enterrement, donc la cérémonie, le cimetière pour donner beaucoup d'amour et qu'à un moment il faudrait lui dire au revoir et qu'elle allait pouvoir partir toute seule. Et il est venu avec nous, il a assisté à tout l'enterrement, à toute la cérémonie au premier rang, il nous a tenu la main. Il a été sage, il a été très très sage, mais vraiment très très sage. Il a ressenti le côté, que c'était un moment important, certainement intense, solennel, qui avait beaucoup d'émotions. Oui, il y avait beaucoup d'émotions. Ma grand-mère était vraiment très très aimée de tout le monde, enfin adorée même. Et il y avait vraiment une réelle émotion, et lui l'a ressenti. Mais oui. Et quand on est parti au cimetière, on lui a dit, là. On arrive au cimetière, donc il y avait ce lieu quand même qui était le cimetière pour dire au revoir. Et on lui a dit, c'est là qu'on va lui dire au revoir. Donc on a tous mis des fleurs, lui a mis une fleur aussi, et à la fin il est revenu, il a dit, je lui ai pas dit bien au revoir. Il a repris une fleur, il s'est mis à genoux, il a mis la fleur sur le cercueil, il a dit, au revoir grand-mamie. Et là après, en sortant du cimetière, il a dit, est-ce qu'on lui a donné assez d'amour ?
Je lui ai dit, bah oui, c'est vrai, on lui a donné beaucoup d'amour. Très joli. Bon, elle va pouvoir partir maintenant. Oui. C'est très joli ce que vous lui avez dit, de pouvoir donner comme ça beaucoup d'amour pour que la personne puisse partir. Et votre fils l'a repris. Oui. Il l'a repris. Et il a repris d'ailleurs. Hein. On voit que pour lui, c'était des paroles qui lui parlaient beaucoup. Oui, ça a été vraiment un lieu en fait où là on disait au revoir vraiment. Oui, et dire au revoir. Redit au revoir. Oui. Parce qu'il savait qu'il la verrait plus jamais, quoi. Vous avez raison, Sonia, d'insister sur ce point, parce que je ne l'ai pas mentionné. Le fait de ne pas associer les enfants comme ça aux cérémonies funéraires, c'est on les prive de la possibilité de dire au revoir. Oui. Mes cousines ont perdu leur papa quand elles avaient 4 ans, enfin 5 ans et 3 ans. Et toute sa vie, ma cousine a cru que le jour de l'enterrement de son papa, elle était à l'école. Alors qu'elle était à l'hôpital. C'était dans un accident. Et ça m'était resté vraiment cette histoire-là, alors qu'elle se soit imaginé ça. Et du coup, je me suis dit, pour les enfants, il ne faut pas faire ça. Non. Alors pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il soit à la cérémonie. Ça peut se rattraper après, hein, je pense à ceux parfois qui écoutent si, pour des raisons ou une autre, on ne peut pas être présent à la cérémonie ou autre, ou parfois on peut amener l'enfant au cimetière, il peut y avoir une petite cérémonie, il peut y avoir une messe anniversaire, il peut y avoir, où on peut dire au revoir, il y a d'autres possibilités. Hein. Mais c'est important. Et après, il en reparlait de... Ah oui, mais il en reparle encore. Il en reparle, oui. Il en reparle encore, il sait où elle est. Quand on parle d'une grand-mère d'un côté ou d'une autre, il dit, est-ce que c'est celle qui est morte? Est-ce que, voilà... Vous avez l'impression, qu'il n'y a pas d'angoisse, il peut en parler, du coup, c'est ça, assez naturellement, si je puis m'exprimer ainsi. Il en parle naturellement. Voilà. Et quand il voit que je suis triste, parce qu'en fait, il s'assurait, dès que j'avais l'air triste, il me disait, mais tu es triste à cause de quoi? À cause de grand-mamie? Enfin, et c'était important que moi je lui dise que j'étais triste, que c'était pas à cause de lui, que j'avais beaucoup de peine. Et je pensais à ça parce que dans le cas de la dame, si les parents ne disent pas, ils vont être tristes et l'enfant ne va pas comprendre. Parce que c'est la grand-mère ou du papa ou de la maman. Enfin, mais la petite fille ne va pas comprendre pourquoi ses parents sont tristes. Donc en effet, il faut lui dire. Enfin, pour moi, de toute façon, il faut dire aux enfants des choses comme ça. C'est essentiel parce que la petite fille va sentir ses enfants, ses parents tristes et elle va pas comprendre pourquoi. Ouais. Donc, donc c'est pas possible de ne pas l'impliquer dans cette histoire-là. Oui, ça c'est vraiment très très important. Mais je vous propose de rester avec nous parce qu'on a également ça a suscité beaucoup de réactions. D'ailleurs, il y avait Denise qui a appelé le 3921 mais qui ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne. Denise a perdu son mari et elle dit que lors des obsèques, lorsqu'elle était très 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 émue, très bouleversée, et sa petite fille, une de ses petites filles était présente à l'enterrement de son grand-père. Elle lui a pris la main quand elle pleurait et elle lui a dit ne pleure pas, je suis là. Et elle dit que cette petite fille a été merveilleuse avec elle, de compassion, comme peuvent l'être les petits-enfants, souvent. Et ma mère dit souvent de mon fils que ça a été la plus belle image, le fait qu'il dise au revoir, qu'il remette une fleur et qu'il redise au revoir. Elle dit ça a été la plus belle image de l'enterrement. Et c'est ça qui lui reste à ma mère. C'est celle de ce petit garçon qui disait au revoir. Alors il y a Chantal qui dit il y a beaucoup de livres, de revues très bien faites sur la mort, les obsèques religieuses, les rites, le sens des symboles aux éditions Fleurus. Maintenant pour les petits enfants, il y a des collections qui leur sont plus appropriées, où on peut où c'est approprié, où souvent c'est fait, où il y a des animaux, où les enfants s'identifient bien aux animaux. On va accueillir également Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Oui, moi je voulais simplement dire mon mari est mort il y a 6 mois et mon petit-fils était donc avec ses parents,
pour mon fils et ma belle-fille. Vous pouvez parler un petit peu moins près du combiné, s'il vous plaît, alors, parce qu'on on m'a entend. dit de parler très près. Bon, alors là, c'est mieux. Oui, un petit peu, moins près, voilà. Oui, d'accord. C'est mieux. Bon, et donc, j'ai su par la suite, parce que bien sûr, le jour de l'enterrement, j'étais moi-même assez, bien sûr, bouleversée. Oui. Et donc, c'était une bénédiction. Et mon mari était bien sûr dans le cercueil. Et ma belle-fille m'a dit par la suite, elle dit, mais Maël a eu une réflexion et il était très très inquiet parce le prêtre de 90 ans a dit, Daniel va maintenant partir au ciel. Mmh. Et tout d'un coup, mon petit-fils a regardé et il a dit, mon Dieu. Il n'a pas dit mon Dieu, mais oui. Mais papy, il va crever le plafond et en plus il va se faire mal. Oui. C'est le sens très pratique des petits enfants. Mais oui, comment sortir de sa boîte pour aller au ciel, oui. Et oui, ce sont les mots d'enfant, ça, mais ils sont, oui, c'est formidable. Et vraiment, et alors après, il est venu, bien sûr, il est venu au cimetière. Oui. Il a jeté deux fleurs, une et puis après une deuxième, parce que il y avait une rouge et une orange, donc c'était pas pareil. Et il a récupéré un petit galet dans le cimetière. Et quand je l'ai vu un peu plus tard, parce que je suis allée passer quelques jours chez eux, et il m'a expliqué que ça, c'était le caillou de papy. D'accord. Ouais. Parce que papy, il était plus là, et puis qu'il était parti, et que maintenant, il y avait son caillou, et comme ça, papy est resté là. Oui. D'accord. Et il le garde auprès de lui. Et il le garde dans sa chambre à côté de lui. Oui. Oui, c'est important. À côté de ces petits dinosaures et tout ce qu'on veut. Hein. Bon. Oui, bien sûr. Mais peu importe, ces petits dinosaures, c'est précieux. Et le caillou de papy, c'est précieux aussi. Tout à fait. Oui, et alors, ça fait partie de ces trésors. Hein. Oui. Et puis, moi, ça c'est aussi un petit... Enfin, par rapport à Laurent qui parlait de sa compagne qui a hésité parce qu'il y avait 15 ans d'écart. Bon, moi, j'étais mariée à 20 ans avec mon mari pendant 42 ans et mon mari avait 14 ans de plus que moi. Donc, c'est pas vraiment un problème. Ça, c'est une aparté. Et alors, l'autre chose que mon petit-fils m'a demandé, c'est parce que moi, je marche avec une canne parce que j'ai des difficultés. Bon. Oui. Et il m'a dit, mais... Alors, il me montrait, il me dit, moi, tu vois, mamie, je cours vite. Alors, puis bon, il faisait des comparaisons entre maman, papa, qui courait vite. Puis il dit, mais toi, mamie, tu cours plus vite. Alors, je dis, non, je cours comme une limace. Alors, il me dit, oui, mais quand tu étais petite, quand tu étais une petite fille, tu courais vite. Et oui. Ah, je t'aurais rattrapé. J'ai dit, de toute façon, je courais vite. Et puis il me dit, mais c'est pas parce que tu as une canne que tu vas mourir maintenant. Eh oui. Alors je lui dis, non. Je dis, tu sais, je ne vais pas mourir maintenant, je mourrai quand je serai malade. Pour le moment, je ne suis pas trop vieille et je ne suis pas malade. Voilà, vous lui avez bien répondu. Quand on est plus âgé, on va plus lentement. Mais quand vous étiez une petite fille, vous alliez vite comme lui. Voilà, mais c'est normal qu'il se pose les questions, mais vous avez bien recadré dans le temps. Merci beaucoup Annie pour tous ces mots d'enfant, ces jolis mots d'enfant aussi. Oui, et puis je voulais un peu rassurer cette dame. Merci d'avoir pris la peine, de rassurer Louise et bon courage à vous. Merci à vous aussi Sonia. On va accueillir également Patricia et vous aurez le mot de conclusion. Patricia, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc oui, moi j'appelais toujours au sujet de Louise parce qu'elle disait que en incinération il n'y avait plus rien. Moi je sais que j'ai enterré, mon mari a été incinéré. Enfin, que les cendres étaient dispersées, selon la demande de la personne, si elle le souhaitait.
des souvenirs et nous avons une stèle. Il y a des stèles, il y a 2 stèles dans le cimetière où les noms des personnes décédées sont marqués et on peut aller se recueillir. D'accord. Donc, quelque part, même sans tombe, on a quand même un endroit où on peut aller se recueillir. D'accord. Donc, vous savez, parce que vous avez demandé, la personne a demandé à ce que qu'elle soit incinérée. Mais au pied de cette stèle, où vous avez fait ériger une stèle volontairement après? Non, c'était c'est le cimetière. Il est fait comme ça. Il y a des stèles. Et donc, les noms des personnes sont inscrites. Et donc, nous pouvons aller nous recueillir quand nous voulons. Oui, c'est important, ça. Oui, tout à fait. Ça peut être important d'avoir un lieu, pour se recueillir et... Oui. Oui, et je pensais cette petite fille, je crois que c'est une petite fille, donc elle peut très bien, c'est surtout que souvent il y a des fleurs au jardin des souvenirs, et ils mettent des fleurs, et il y a des fleurs tout au pied de la stèle. Oui, c'est important pour cette petite fille. Vous avez raison et c'est important. J'espère que Louise était encore à l'écoute et qu'elle aura pu entendre vos témoignages aux unes et aux autres. Merci beaucoup, Patricia. Je vous en prie. Bonsoir, merci. Caroline. Bonsoir. Petit message d'Eridan qui est inspiré par le petit caillou du petit garçon là de d'Annie qui dit: jouer au petit pousset avec la mort et des cailloux, c'est une jolie façon de toujours retrouver le chemin de la vie. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.